Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue au 20h30. Voici les titres du journal ce soir. Document de programmation budgétaire. L'Assemblée nationale s'en imprègne. Le document a été reçu ce dimanche en plénière à la Chambre basse du Parlement et transmis à la Commission des finances et du budget. Écho du Parlement dans ce journal. Il faut coopérer pour sortir de la pauvreté. Ce 4 juillet, les nations accordent leur attention aux coopératives, ces entités proches des collectivités qu'elles servent et qui comptent dans l'économie. On en parle dans le 20h30. Et puis Wes Madiko, le voyage pour l'éternité, les obsèques du king de la world music, décédé le 26 juin dernier, se sont déroulées en France. La mise en bière et l'inhumation ont eu lieu à Alençon, en France, en présence de nombreux Camerounais. Retour sur ces moments vers la fin du journal. Madame, Monsieur, merci de nous recevoir chez vous. Direction Assemblée nationale où les députés ont reçu ce matin le document de programmation économique et budgétaire 2022-2024. C'était au cours d'une séance plénière présidée par le chef de l'auguste institution, Kavaïege Djibril. Le document transmis ensuite à la Commission des finances et du budget prépare l'élaboration du budget de l'État pour le prochain exercice. Plus de précisions avec Pulchéri Até. Le document de programmation économique et budgétaire 2022-2024, jugé recevable par la conférence des présidents et présenté en plénière, a été transmis à la Commission des finances pour examen au fond en présence du ministre des Finances et du ministre délégué auprès du ministre de l'Économie. Devant les commissaires de l'Assemblée nationale, Lupaul Motazé s'est apaisanti sur des projections de 2022 avec notamment une croissance économique de l'ordre de 4,4% du PIB contre 3,4% en 2021, une inflation contenue à 2% et une légère baisse du prix mondial du baril du pétrole de 54,8 $ contre 58,5 en 2021. S'agissant des grandes lignes qui sous-tendent de ce programme, elle porte pour l'essentiel sur la poursuite de la mise en œuvre du programme global de riposte pour la lutte contre le Covid-19, la finalisation de la mise en service des projets de première génération, la réalisation du plan présidentiel de reconstruction des régions du Sud-Ouest et du Nord-Ouest, l'organisation de la CAN. Après l'examen en commission, la Chambre entière se prononcera sur ce programme au cours d'une plénière consacrée au débat d'orientation budgétaire. Exercice qui permet aux parlementaires de s'approprier les hypothèses macroéconomiques du budget de l'État en préparation. Parlons maintenant des coopératives. Les coopératives, lorsqu'elles sont constituées de façon appropriée, peuvent aider à améliorer les conditions de vie des populations. Le Cameroun se joignait ce 4 juillet à la communauté internationale pour célébrer la journée consacrée aux coopératives. De nombreuses activités étaient organisées à l'initiative de l'Alliance coopérative Cameroun, avec pour but de redynamiser ces organisations. Voici le reportage de Roland Kamisumbi de CRTV Centre. Au Cameroun, la célébration de la Journée internationale des coopératives est une occasion pour les coopératives camerounaises de s'arrimer au mouvement coopératif mondial piloté par l'Alliance coopérative internationale. Les sociétés coopératives occupent une place prépondérante dans la stratégie nationale de développement 2020-2030 du gouvernement camerounais. Nous allons travailler avec le gouvernement, être une force de proposition à l'endroit du gouvernement. Nous l'avons déjà fait. Déjà avec la SND 30, beaucoup de données ont été prises en compte. Il est bien dit que nous devons mettre en place des coopératives dans les municipalités et d'en faire des instruments privilégiés pour le développement de ces municipalités. Il s'est agi de présenter le programme de promotion nationale du développement par l'action coopérative auprès des collectivités territoriales décentralisées, désormais coordonné par Florence Asenangam, qui a déjà son plan d'action. La reconstruction par l'action coopérative, la croissance inclusive et l'emploi durable dans toutes les communes et régions du Cameroun. Les sociétés coopératives, a-t-on suivi, sont un gisement d'emplois à explorer pour l'insertion sociale des jeunes. La journée internationale des coopératives se célèbre dans un contexte marqué par la pandémie du Covid-19 et sur un thème fort interpellateur, reconstruire mieux ensemble. Un appel à un modèle d'adhésion qui faciliterait la création de richesses et l'élimination de la pauvreté. Le poids des coopératives est donc certain dans l'économie nationale. Joël Igor Abanda.
Les coopératives sont reconnues comme des associations et des entreprises à travers lesquelles les citoyens peuvent améliorer leur vie tout en contribuant au progrès économique, social, culturel et politique de la communauté et même de la nation. Le Cameroun se joue un reste du monde pour commémorer la Journée internationale des coopératives sur le thème « Mieux reconstruire ensemble ». On encourage les populations à se mettre ensemble, à constituer des coopératives, à constituer des GIC, de telle sorte qu'au Parlement, dans le pays industrialisé, on peut justifier qu'il y a eu un transfert de ressources, un appui en faveur d'une communauté. Le Cameroun compte 123 305 organisations enregistrées comme sociétés coopératives ou organisations issues de la fédération de celles-ci. Selon les experts économiques, le modèle d'adhésion ouvert des coopératives permet l'accès à la création des richesses et l'élimination de la pauvreté. Dans la coopérative, c'est le principe de l'égalité. Chaque personne cotise la même chose et attend les mêmes bénéfices et les mêmes avantages sur le plan donc strictement égal. Alors ça permet donc de mutualiser les outils de production. Les coopératives peuvent impacter quantitativement sur la production. Les coopératives du monde entier, à cette occasion, montrent alors comment elles font face à la crise sanitaire de la Covid-19, avec solidarité et résilience, en offrant aux communautés un rétablissement centré sur les personnes, tout en respectant l'environnement économique, comme au Cameroun. Parlons maintenant de religion pour dire que près de 20 millions de francs CFA ont été collectés par les fidèles de la paroisse EPC d'Oumazambe de Bolova. C'était à l'issue du culte d'offrande qui était conduit ce dimanche par le révérend Marc Armel Essama Tangana. Ces offrandes sont destinées aux travaux de construction du temple. Christian Blondel, Abia de CRTV Sud, nous en dit davantage. Parti d'un rocher, ce temple juché sur la colline d'Aban prend progressivement les allures d'un joyau architectural. C'est la paroisse EPC d'Oumazambe d'Ibolova du consistoire Villa-la-Grâce en chantier. Les travaux vont se poursuivre grâce à l'importante somme de 19 648 000 francs CFA collectés lors du culte d'offrande. Le véritable projet actuel, c'est l'élévation de la deuxième dalle qui nous permettra d'atteindre le niveau zéro du sol actuel. Et c'est à partir de là que nous allons monter l'édifice d'ensemble, parce que nous sommes sur une pente et la dénivellation nous a imposé de mettre 2 dalles ou encore d'avoir 2 sous-sols avant d'atteindre la plateforme pour les cultes. Dans un élan de solidarité, les chrétiens sous la protection du Très-Haut ont relevé le défi. Au départ, nous pensions que la somme demandée par les techniciens était impossible à réunir. Nous sommes une jeune église, nous n'avons pas d'élite, mais nous avons dit Dieu sera notre élite. Et le Seigneur, il réalise aujourd'hui ce que les autres ne pouvaient pas imaginer. Au rythme des instruments de musique et par la maestria des chantres, l'on rend grâce à Dieu qui ne cesse de manifester sa gloire parmi les hommes. Le gouverneur de la région de la Damawa est en tournée de sécurisation des frontières. Kildadi Tageke Boukar s'est rendu tour à tour à la frontière Cameroun-République centrafricaine, dans l'arrondissement de Djorong et à Ngawi, tous dans le département du Mbéry. Voici le compte rendu de Daniel Belinga Ingene de CRTV Adamawa Ngaoundiri. Liesse de joie des populations de Yamba, Minim et Lahamdou, dans les arrondissements de Djorong et de Ngawi, des villages frontaliers à la République de Centrafrique qui reçoivent le gouverneur de la région de la Damawa. Sur haute instruction de la hiérarchie, nous sommes venus donc dans le Mbéré nous rendre compte de la situation qui prévaut à notre frontière. Suite au climat socio-politique de la RCA ces derniers jours, ces populations ont dû recevoir un flux de réfugiés centrafricains. Nous pouvons rassurer les uns et les autres qu'au jour d'aujourd'hui, nous n'avons pas à se faire de soucis par rapport à la sécurité sur notre frontière commune. L'autorité, dans une posture de pédagogue, a rappelé aux populations que le Cameroun est une terre d'accueil et de paix. Dans les frontières, Kildadi Tageke Boukar a galvanisé les forces de maintien de l'ordre et de défense bien en place.
Dans les plus du week-end ce dimanche, nous reparlons des passeports. Le Centre national de production des passeports est fonctionnel depuis le 1er juillet dernier. Et en quelques jours seulement, plus de 400 usagers ont été enrôlés et près de 200 ont reçu leur passeport en moins de 24 heures, seulement après le début des opérations. Et c'est dans ce centre-là, c'est une structure de la DGSN, la Délégation générale à la Sûreté nationale, que tous les dossiers venus des centres d'enrôlement des différentes régions du Cameroun et des missions diplomatiques vont être traités. Plus de détails avec Pierre Evimbe. C'est l'un des fleurons du nouveau quartier administratif à Yaoundé. Le Centre national de production des passeports est le cœur de toutes les opérations d'enrôlement des 10 pôles répartis sur l'ensemble du territoire et dans les missions diplomatiques du Cameroun. Le commissariat à l'immigration du centre, contrairement aux autres, sera disponible dans les tout prochains jours. En attendant, toutes les opérations se déroulent ici. Le Centre national a relevé le défi de produire près de 200 passeports en 24 heures seulement. Mais sa capacité de production est plus grande encore. Les activités d'enrôlement ont effectivement commencé. Le Centre national de production des passeports ayant une capacité de production pourrait aller jusqu'à plus de 5000 par jour. L'opérateur chargé de l'exploitation de ce projet sur une période de 10 ans avant le transfert à l'État du Cameroun affiche sa sérénité quant à la sécurité et à la fiabilité des documents sortis du centre. Que nous allons travailler jour et nuit pour garder la diligence et servir les citoyens camerounais avec les délais qu'on s'est engagé. La remise des nouveaux passeports a permis aussi bien au DGSN Martin Bangangele et au MINREX le jeune Belambela de rassurer les Camerounais au pays et à ceux de la diaspora de l'harmonisation de tous les pôles d'enregistrement avec un accent sur la qualité et la célérité du traitement des dossiers dont une bonne partie se fait en ligne. Ces nouveaux passeports biométriques qui seront disponibles en 48 heures seulement, comment les obtenir? Quelle en est la procédure de production et même d'acquisition? Beaucoup se posent ces questions. Et pour mieux expliquer le process, Daoud Mouliom, notre reporter, est rentré dans la peau d'un demandeur de passeport à Yaoundé. Suivez plutôt. Nouvelle procédure, nouveaux délais et nouveaux coûts dans la production des passeports au Cameroun. La nouvelle ère est effective depuis ce 1er juillet 2021. Les usagers, demandeurs du précieux document, les premiers bénéficiaires de la nouvelle qualité des services ont été reçus dès 8 heures ce jeudi avec succès. Le service a été quand même impeccable et très rapide parce que je suis arrivé, normalement on était censé me recevoir à 8h10, mais on m'a reçu même à 8h et l'enrôlement a pris moins de 20 minutes. Le coût global est de 110 000 francs CFA, toutes charges comprises, et payable par tout moyen électronique. Le délai de production est ramené à 48 heures et la phase de pré-enrôlement possible en tout lieu et en tout temps est une plus-value. Je suis d'ailleurs très impressionné par la qualité du pré-enregistrement. Pour moi, en fait, ça n'a pas pris 5 minutes. Ça allait comme une lettre à la poste. J'ai payé par ma carte bancaire, donc vraiment c'est très pratique. Des réformes qui viennent effacer les difficiles souvenirs des longues files d'attente et lenteurs qui ont souvent inspiré des cas d'arnaque des usagers. Des cadres du parti RDPC ont eu une rencontre d'échange avec des ressortissants du Septentrion vivant à Yaoundé premier à l'effet de recenser leurs préoccupations et leurs difficultés. Des projets socio-économiques ont également été portés à leur attention par les responsables de la mairie de Yaoundé premier. Plus de précisions avec Daoud Mouliom. Mobilisation forte ce 3 juillet dans la cour de la résidence Adama Ali au quartier Mambou. Le chef des communautés du Grand Nord, basé dans l'arrondissement de Yaoundé 1er, reçoit les signes. Les questions et projets socio-économiques en faveur de cette communauté constituent le principal point à l'ordre du jour. Sous la bannière du RDPC, l'initiative est d'une fille du Septentrion, le 4e adjoint au maire de Yaoundé 1er, Adidja Chérif. Le président de cette section RDPC et maire Jean-Marie Abouna est représenté par Sa Majesté Emmanuel Bozokutse. J'ai constaté que ma communauté est un
peu perdu depuis la venue de la Covid. Jean-Marie Abouna a demandé de venir leur dire qu'il est de tout cœur avec eux. Ils m'ont parlé de l'établissement de l'acte de naissance, de mariage. À nos militants d'être solidaires, d'être fidèles au rendez-vous et aux prochaines échéances. Hommes et femmes sont présents. La religion n'a pas de couleur ici. Les allocutions laissent place à des doléances sur une place aux allures d'agora. L'oreille attentive, le RDPC confirme qu'il est bien au chevet de ses militants du Grand Nord, où qu'ils soient. Nous sommes tous un et nous travaillerons main dans la main. Voilà le message principal que nous sommes venus donner à la grande communauté du Grand Nord, parce qu'à un moment donné, ils peuvent se sentir marginalisés. Moment d'échange, mais aussi moment de retrouvailles pour certains qui célèbrent au pas et rythme du septentrion. Le Rassemblement démocratique du peuple camerounais qui ne s'avoue pas vaincu dans la Vina, région de la Damawa. Le RDPC qui entend bien renaître de ses cendres avec 4 communes sur 8 perdues. Le parti entend remobiliser la base. 14 000 cartes d'adhésion ont été distribuées sous la houlette du patriarche El Hadj Mohamedou Abou Ousmanou, le chef de la délégation régionale permanente du RDPC. Plus de détails avec Eric Vogada de CRTV Adamawa. Tous unis pour un objectif commun, repartis à nouveau à la conquête de l'espace politique dans le département de la Vina. Nous avons perdu nos positions de pouvoir. On a perdu 4 communes sur 8, on a perdu nos 25 conseils régionaux et surtout nous avons perdu les 10 députés que nous avions depuis 2002. Alors, l'échec est consommé. Nous nous tournons maintenant vers la reconquête de l'immense espace perdu. Et pour ce faire, la base militante des sections RDPC de Belel, Nyambaka, Martab, Mbe, Ngara, Gaoundéré 1, 2 et 3 bénéficie de 14 000 cartes d'adhésion pour les nouveaux membres. Et dans toute la région, des pagnes aux couleurs du RDPC seront offerts pour raviver la flamme du parti. Nous restons convaincus de ce que l'avenir est dans le RDPC qui, comme toute flamme ardente, symbolise l'espoir dans la Damawa. En attendant les prochaines échéances électorales, les militants et militantes du RDPC dans la Damawa se disent conscients que seule l'union fait la force. Photocol dans l'extrême nord bénéficie d'un programme de financement du plan d'occupation des sols. Le projet Nexus Humanitaire Paix et Développement d'ONU Habitat, avec l'appui du gouvernement camerounais à travers le ministère de l'Habitat, vient de boucler la phase de lancement et de validation de ce plan d'occupation des sols à Photocol. Un document de planification urbaine qui permettra de faire un diagnostic et proposer des solutions en termes de projets prioritaires bénéfiques à ces populations affectées par l'insécurité. Coût total 3 milliards de francs CFA sur 15 ans. Michel Renaud-Wandia. Offrir un cadre de vie décent aux populations reste une priorité à Photocol dans le Logo-Nechari. Le projet du plan d'occupation des sols, initié par la commune grâce au soutien des partenaires au développement, viendra résoudre les questions telles le logement et d'autres investissements susceptibles de booster le développement socio-économique. Ce document de planification urbaine est prévu par la loi de 2004 régissant l'urbanisme. Je retiens déjà l'engagement des populations et des autorités municipales de la ville de Photocol, mais aussi des autorités administratives de Logo-Nechari qui ont pris à bras le corps ce projet. La rencontre tenue à ce sujet a permis au pouvoir public de saluer l'engagement de la commune. On remercie le gouvernement d'avoir pensé à Photocol. Nous avons signé un accord avec le MINDU. Nous allons entamer avec d'autres phases. Ce projet, qui s'étale sur 15 ans et évalué à 30 milliards de francs CFA, entend faire de Photocol un pôle de développement. La suite de la tournée du ministre de la Santé publique dans la région du Nord, le docteur Manaouda Malachi, est allé s'enquérir de l'état d'avancement des infrastructures hospitalières de la ville de Garoua. Après inspection des différents sites, la satisfaction était au rendez-vous. Iya Chamalim de CRTV Nord.
Référence de Garoua, des ouvriers sont rompus à la tâche en démarrant sa visite de travail dans la cité capitale du Nord par ce site d'une superficie de 10 hectares, considéré comme un plateau technique de référence numéro 1. Le ministre Manaouda Malachi a, avec un sens élevé d'écoute, jaugé le niveau réel de l'état d'avancement des travaux, estimé à plus de 85% pour une livraison définitive, selon l'entreprise adjudicataire, en janvier 2022, à Beauclé, dans l'arrondissement de Garoua 3e, où se dresse fièrement le chantier presque achevé du centre hospitalier régional. Le ministre de la Santé publique, tout en se félicitant des progrès accomplis pour ce taux global de 91%, invite tous les acteurs à respecter les délais de livraison prévus en octobre 2021. La visite guidée du MinSanté dans le Nord lui a également permis de prendre la pleine mesure des infrastructures hospitalières et des préoccupations des patients internés à l'hôpital régional de Garoua avant de tenir une séance de travail avec son personnel. Le Covid n'étant pas fini, nous devons nous faire vacciner. Et une campagne de vaccination intensive est prévue du 7 au 11 juillet. Nous devons continuer à observer les mesures barrières. À tous, le MinSanté recommande d'établir une gouvernance hospitalière bâtie sur une traçabilité irréprochable et une conscience professionnelle élevée pour la satisfaction des populations. La riposte anti-Covid-19 au Cameroun pour parler ce soir de l'état d'avancement, la vaccination anti-Covid-19, 3 mois après l'administration des premières doses de vaccin. Des chiffres plutôt encourageants au centre des échanges entre Évariste Yenga et son invité que nous retrouvons au centre des opérations d'urgence publique de santé publique. Bonsoir Évariste. Bonsoir, c'est une appréciation de l'évolution en termes de chiffres de la vaccination, pratiquement 3 mois après le début de ces opérations, il y a quelques jours du lancement de la campagne de vaccination de masse. Entretien ce soir avec le docteur Andreas Njo du programme élargi de vaccination, il en est le secrétaire permanent adjoint. Docteur, bonsoir. Bonsoir Évariste. Quelle est la situation vaccinale actuelle? Quels sont les chiffres majeurs que l'on peut retenir? Oui, déjà, au Cameroun, depuis le début, on a vacciné plus de 110 000 personnes déjà, et parmi lesquelles plus de 90 000 personnes ont reçu au moins la première dose du vaccin contre le Covid-19. Et pour ce qui est de la deuxième dose, où en est-on? Oui, pour la deuxième dose, ça reste un peu faible. Autour de déjà 25 000 personnes ont complètement été vaccinées avec la deuxième dose. Maintenant qu'il y a Johnson qui arrive, est-ce que vous pourrez, grâce à cet autre vaccin, aller un peu plus vite et atteindre le gap, puisqu'il est question d'atteindre 40% de la population vaccinée? Oui, merci beaucoup. Déjà, il faut noter qu'avec les près de 5 300 000 doses de Johnson & Johnson qui arrivent, avec déjà ce que nous avons eu pour AstraZeneca et Sinopharm, ça va nous permettre d'atteindre au moins 20% de la population. Donc, avec ces quantités de vaccins, on peut atteindre 20%, et ça, c'est la cible de cette année. 40% pour l'immunité collective, c'est d'ici 2022. C'est bien noté, docteur Andreas Njor. Finalement, la vaccination, il s'agira d'une opération de routine qui ne va pas s'achever avec une seule campagne de vaccination de masse. Il pourrait y en avoir d'autres, et au quotidien, on devrait se faire vacciner jusqu'en 2022, à tout le moins. Merci Évariste Yenga, c'est entendu. Le HCR, aux côtés du Cameroun dans les secteurs de l'éducation et de la santé, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés vient de remettre officiellement des infrastructures scolaires et sanitaires et des équipements informatiques à Touboro, dans le Septentrion. Plus de détails avec Claver Pascal Ndanga de CRTV Nord. C'est avec une fierté légitime que les populations de Touboro ont accueilli le don du HCR remis au gouvernement camerounais et constitué des salles de classe, blocs de latrines, forages, en plus des équipements informatiques, notamment des ordinateurs, imprimantes, disques durs, cartons d'encre, entre autres. Le forage qu'on a eu, ça permet aux enfants de ne plus rentrer à la maison
en récréation quand ils ont soif ou bien pendant les enseignements quand ils ont soif. C'est un ouf de soulagement. Nous disons sincèrement merci au gouvernement de la République. Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés répond promptement à l'appel du gouvernement dans la lutte contre la pandémie du Covid-19 à travers la construction des 2 bâtiments équipés à l'hôpital de district de Touboro. Avec ou sans Covid-19, ces bâtiments serviront aux patients. Pour le chef du bureau HCR, Meganga Maurice Moussouravi, l'appui à l'hôpital de district de Touboro, tout comme le projet Educate the Child, sont des symboles phares entre l'organisation humanitaire et le gouvernement dans la quête permanente des solutions aux problèmes des populations. Des interventions qui s'étendent dans les régions du Nord, l'Adamawa et l'Est. Et nous reparlons de religion pour dire que les fidèles catholiques de la paroisse Saint-Paul et Saint-Pierre de Nsimalène ont été invités à la recherche de la spiritualité pour protéger leur foi au moment où la zone de Nsimalène connaît un véritable boom démographique. L'invite est de Monseigneur Jean Barga, l'archevêque métropolitain de Yaoundé, ce dimanche au cours de sa visite pastorale dans les postes de Alomba, Ekoko et Ndangang. Marlise Eno Mbargarumu était au milieu des fidèles. Voici son compte rendu. La joie des fidèles catholiques de Alomba, Ekoko et Ndangang de recevoir l'archevêque métropolitain de Yaoundé ce dimanche est immense. C'est une grande première. Parce que depuis l'époque de Monseigneur Graffin, c'est la première fois que nous accueillons un évêque, un archevêque chez nous. Cet élan d'allégresse n'empêche pas les fidèles de présenter leur souhait, celui de voir un jour leur chapelle être érigée en paroisse. Depuis que ce poste a été créé, on n'avait jamais reçu l'archevêque ici. Et de deux, c'est pour qu'il prenne nos doléances. Nous voulons à terme avoir une paroisse, mais nous avons 1000 mètres carrés. Nous sommes en train de discuter pour essayer d'étendre ça à 1200, 1500 mètres carrés. Après ces descentes dans les postes centraux, Monseigneur Jean Barga est accueilli avec faste à la paroisse mère de Nsimalène. Dans son homélie, l'eau du jour va mettre l'accent sur l'impact de l'urbanisation grandissante observée dans cette zone. Et pour cela, il va appeler les paroissiens à envisager l'innovation tout en vivant leur foi comme Saint-Pierre et Paul, leur saint patron. La ville est là. De l'ancienne zone rurale, nous sommes en zone semi-rurale. C'est pour ça que j'ai fait appel à une pastorale semi-rurale qui tienne compte de l'évolution, des mutations et de la croissance démographique en acceptant la diversité pour mieux vivre ensemble et célébrer la foi dans l'unité. Au cours de cette visite pastorale à Nsimalène, de nombreux jeunes reçoivent le sacrement de confirmation, signe de la renaissance en Christ. Le geste de cœur de l'association Létine en direction des pensionnaires de l'orphelinat Children's Hope à Kribi dans le sud, des fournitures scolaires, du matériel d'hygiène et de santé, des denrées alimentaires et des effets vestimentaires leur ont redonné du sourire. L'action caritative s'inscrit dans le prolongement de la journée de l'enfant africain. Salvador Becha de CRTV Sud à Kribi. Étincelle de joie sur le visage d'une cinquantaine d'enfants de l'orphelinat Children's Hope à Kribi. Grâce à l'association Létine qui foule le sol de Kribi pour la première fois, ces enfants vulnérables nagent dans un océan de bonheur. Et moi, pour tout ça, je remercie la cantine, l'association Létine, tout ça surtout on a vu beaucoup de denrées alimentaires, mais surtout les fournitures scolaires. Et pour ça, vraiment, ça nous aidera beaucoup pour la prochaine rentrée scolaire. Et déjà pour les produits de première nécessité, ça nous fera un grand souffle pendant plusieurs semaines. L'acte de charité posé à Kribi par ces dames généreuses, toujours à l'écoute des nécessités, n'est pas le premier du genre. Il s'inscrit dans le cadre de leur mission, à savoir contribuer à l'épanouissement des couches sociales défavorisées. Nous sommes venus ici apporter un petit souffle, un petit espoir à nos enfants. Nous avons voulu sortir un peu de la ville de Yaoundé, chercher, nous sommes venus dénicher la perle rare Children's Hope ici à Kribi. Créée en 2019, l'association Létine basée à Yaoundé contribue aux côtés du gouvernement à faire jaillir des étincelles d'espoir au sein des couches défavorisées à travers divers dons et plusieurs autres œuvres caritatives.
L'hymne aux morts a résonné pour les soldats français morts au front en 1915. Une cérémonie de rénovation des tombes de ces soldats s'est déroulée à Lembe-Yezoum sous la conduite de l'attaché de défense de l'ambassade de France au Cameroun. Plus de précisions avec Christelle Avom. Mort pour la France, peut-on lire sur ces tombes de soldats tués à l'ennemi en 1915 à Lembe-Yezoum. Loin des traditionnels carrés militaires d'usage, les sergents Bascreux et Grand-Seigny reposent sur des tombes entretenues par des riverains. Ma mère entretenait déjà les tombes depuis des années. Et puis j'ai pensé qu'il faudrait qu'on saisisse les autorités. Nos parents ont entretenu ces tombes. Nous devons saluer le rôle de tous les soldats, non seulement français mais également camerounais, ceux-là qui donnent leur vie pour leur patrie. Un devoir de reconnaissance des soldats pour qui l'hymne aux morts résonne pour leur bravoure. Dans la tradition française, comme dans la tradition de chaque pays, on honore les morts pour le pays. Vous le voyez dans ce cimetière juste derrière moi, une tombe française au milieu de ses frères camerounais. Et donc c'est un vrai symbole de l'amitié franco-camerounaise. L'initiative est du maire de Lembe-Yezoum et consolide ainsi l'amitié franco-camerounaise. Travailler à la transmission de la mémoire pour que les peuples apprennent de leur guerre. Le monde de la musique pleure l'un des rois de la world music. West Madiko a définitivement quitté la scène du côté de la Normandie en France, fauché par la mort suite à une opération chirurgicale. Premier Africain à recevoir le disque de diamant en 1997 grâce à son titre planétaire à l'année. L'artiste musicien camerounais est mort à 57 ans en portant ses idées et projets musicaux. Retour sur sa vie avec Barbara Padjama. Numéro 1 pendant 7 mois dans les hit parades du monde. Nous sommes en 1997. 24 ans plus tard, celui qui était devenu le roi de la world music descend de son piédestal, abattu en plein vol par la grande faucheuse. West Madiko en Bafoune, racine de la terre des ancêtres, a rencontré la musique à l'âge de 7 ans, présenté par son grand-père Ekwamotu, grand prêtre spirituel des tribus animistes de Mwataba, un petit village aux épices mystiques de Penja et Loum dans le littoral camerounais. Il va alors baptiser avec la musique bantou. Quelques années de classe et le voilà propulsé vers l'Hexagone par des touristes. Des collaborations avec le groupe Deep Forest vont le distinguer sur la piste d'Alané qui va tourner en boucle dans les 5 continents. Déclassons au passage le Titanic de Céline Dion. Dans le rang des chars s'ajoute Midi Wabol, C'est là, Awa Awa, In Yupindi qui va faire danser le film Le Roi Lion 2. Pour les mordus de musique, West a une carrière en dents de scie, mais inégalée. 10 millions de singles vendus à l'année sur la planète. Plusieurs disques d'or, de platine, doublés, voire triplés en euros. Il était le premier Africain à tenir un disque de diamant. Avant de quitter la scène mondiale sur les terres normandes, West Madiko préparait son comeback en 2020 avec un nouveau opus, The Power of Life, qu'il va involontairement mal interpréter finalement. Depuis ce samedi, il chante pour les dieux. L'artiste s'en est allé, mais ses œuvres restent. La mission d'inspection de la CAF au sujet des structures d'accueil pour la compétition s'est achevée ce dimanche à Bafoussam. Le site offre beaucoup de possibilités en termes d'hébergement, mais il reste pour les opérateurs des efforts de relooking. Focus ce soir sur les structures qui vont héberger les joueurs avec Germain Oualessingue. 80 bungalows grand luxe, dont 46 déjà fonctionnels. L'hôtel Tajidor dévoile son charme en pleine verdure de Bangou, département des Hauts-Plateaux. Avec ses 9 suites, dont 4 villas, ce joyau, en phase de finition, accueillera 2 équipes. L'ouvrage, bâti sur 20 hectares, compte 3 restaurants de 800, 400 et 300 places chacun. Une piscine olympique, un stade de football. Sur le site, un jardin botanique, avec des espèces rares à côté d'un espace d'équitation, un lac artificiel, des œuvres qui mettent en relief le Made in Cameroun. Cette merveille en phase de finition sera livrée en fin juillet. À une trentaine de kilomètres de là se découvre l'hôtel Vallée de Bana, dans le Honkam, véritable cadre idéal pour la compétition. Un climat tempéré dans un environnement sain et isolé, propice
à l'oxygénation. Nous sommes dans la vallée. À Bana, les gens se construisent dans des grosses montagnes. Nous avons choisi la vallée. Là, c'est la particularité ici. La CAF, vraiment, tout le temps qu'ils sont passés, nous ont apprécié. L'ensemble du projet, c'est 43 chambres avec 14 en extension qui portera en septembre sa capacité à 57 chambres, dont 30 twins. Ces 5 étoiles offrent toutes les commodités. Il faut y ajouter une discothèque, une piscine, une étendue d'eau pour la pêche sportive, un cours de tennis. La cartographie de l'hôtel a très vite convaincu la CAF, qui elle-même logera au Zingana, en plein cœur du quartier Tamja, à Bafoussam. Un établissement qui n'a pas son pareil en termes de confort dans cette région. Pari relevé dans les gaz-fils pour tout visiteur. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus.